je suis Emmanuel Baudry, je suis médecin généraliste sur Angers, dans les quartiers des Hauts-de-Saint-Aubin, donc c'est le nord-est d'Angers, dans une maison de santé pluriprofessionnelle, dans un quartier avec une partie du quartier qui est considéré comme quartier prioritaire de la politique de la ville. Je suis ancien responsable de mission de Médecins du Monde et je suis aussi enseignant au département de médecine générale sur la thématique santé et précarité. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, en même temps je ne sais pas ce que j'avais comme conflit d'intérêt pour aujourd'hui. Donc j'ai eu une injonction de la part d'Aurélien Dutier, de faire vite. Donc il m'a excusé, mais ça m'arrange un peu. Donc en fait je devais moi vous parler de l'accès aux soins et du respect des libertés, faire un retour d'expérience. Donc voilà, je ne suis pas précarologue, je ne sais pas quoi, mais on a quand même une population assez précaire dans les Hauts-de-Saint-Aubin, en tout cas dans une maison de santé. Donc je suis régulièrement. Nous on voit tout un panel de précarité en fait, parce que là il y a eu beaucoup de précarité, de grande précarité, donc notamment des migrants, des personnes à la rue. Donc voilà, sauf que en fait, comme je l'enseigne régulièrement aux étudiants de la faculté de médecine, la précarité, c'est tout un pan de la population quand même. Et donc voilà, aussi des gens qu'on ne suspecte pas, qu'on ne voit pas forcément mendier dans la rue ou autre. Et donc voilà, il y a une vigilance qui est importante. Et puis là, en fait, je veux parler surtout des patients précaires que je vois en parlant de la précarité urbaine, en sachant qu'il y a toute une partie aussi de précarité rurale, entre guillemets, en campagne, qu'on n'arrive pas forcément à toujours bien capter et prendre en charge. Donc voilà, donc en fait, l'accès aux soins. J'avais commencé un petit... Je n'ai pas de PowerPoint, je suis désolé. J'avais commencé donc un petit écrit sur les difficultés d'accès aux soins et comment nous, on pouvait nous adapter dans notre pratique pour lever ces freins d'accès aux soins et pouvoir faire avec le patient en respectant ses choix, ses libertés. En fait, je pense que je vais commencer directement par les deux situations cliniques que j'ai rencontrées de patients que je suis, et puis je vous amènerai à l'intérieur les freins, les limites d'accès aux soins et comment on peut faire pour s'adapter en tant que médecin généraliste. Le public, en fait, c'est beaucoup de personnes, de travailleurs sociaux et puis de la santé, de ce que je comprends. S'il y a des acronymes ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'en faire part. Je pense qu'on n'est pas beaucoup. Donc je voulais vous parler d'une patiente que je suis, une patiente de 32 ans, qui est une patiente d'origine arménienne, qui est venue me voir la toute première fois pour une demande de certificat. Donc en fait, c'est une personne qui est arrivée en France il y avait peu de temps, qui était dans un parcours d'asile et qui venait me voir pour une demande de certificat. Donc en fait, pour le logement en lien avec son état de santé. Alors en fait, son état de santé, c'est une malformation congénitale qu'on appelle spina bifida. Pour les personnes de la santé, ça pourra parler. Pour les personnes du social, peut-être qu'ils connaissent aussi un peu, mais c'est une maladie une malfermeture du tube neural. Enfin bon, c'est une maladie neurologique qui peut donner des séquelles neurologiques, notamment des membres inférieurs et de la marche. Donc voilà, donc c'est une dame qui marche difficilement, qui a des déformations de ses jambes et de ses pieds, avec les lésions qui vont avec, il y a aussi des conséquences et des séquelles intestinales et urinaires, avec des risques d'infection à répétition. Donc voilà. Donc en fait, elle avait fui son pays pour cause de persécution, sa famille s'était fait harceler et agresser par des milices fascistes pro-russes. Donc voilà. Donc en fait, moi, elle vient me voir pour ce certificat-là. Donc sa demande à elle, c'est juste de lui prescrire ce papier, de lui écrire ce papier, remplir son papier, alors que moi, quand je le vois arriver, forcément, en tant que médecin, je vois son problème de santé, et pour moi, la priorité, c'est le soin. Donc en fait, je m'inquiète rapidement de sa prise en charge de sa maladie. Elle me répond vaguement. En fait, son urgence, sa priorité, elle n'était pas la mienne, elle n'était pas mon urgence à moi. Donc elle arrivait pour ses démarches de soins pour son parcours d'asile. Donc elle dormait soit à la rue, soit en halte de nuit. Donc ça s'appelle Rochy, enfin, c'est une halte de nuit sur Angers pour l'hébergement d'urgence à la nuit.
Et donc, ensuite, elle m'a rapidement amené un autre dossier, qui est un dossier de droit au séjour pour les étrangers malades, puisqu'elle avait commencé une demande d'asile, c'est toujours un peu complexe le parcours d'asile, qui avait été refusée, et son avocat lui avait conseillé de se remplir ce dossier-là pour avoir plus de chances d'obtenir une demande d'asile, un certificat d'asile, enfin plutôt l'acceptation de sa demande d'asile. Donc voilà. Et donc voilà. Donc elle était en boucle sur ce problème-là. Moi j'essayais à chaque fois de lui amener le soin, et c'était mon corps de métier, parce que je suis médecin, mais elle n'était pas du tout adhérente, ce que je respectais. Voilà. Et donc elle occultait son état de santé. Et donc sa priorité c'était de dormir au chaud, puis de pouvoir bénéficier d'un statut lui permettant de rester en France pour ensuite avancer sur ses problématiques de santé, mais aussi ses problématiques personnelles, voilà, de vie, de couple, d'avoir un enfant, et aussi de travailler. Donc voilà, donc, pour pouvoir réussir à avancer en même temps qu'elle puisse avancer, on a essayé de trouver un compromis. En fait, je me suis aidé de ce dossier-là, de ce dossier de demande médicale pour étrangers malades, ce certificat plutôt pour demande d'étrangers malades, puisque celui-ci demandait toute une description de sa maladie. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, si les personnes qui travaillent dans le social ont vu notamment. Voilà, il y a beaucoup de questions qui sont posées, il faut être très précis. Donc en fait, moi j'ai appuyé sur ce dossier-là, sur le fait de remplir ce dossier-là pour lui demander de faire des examens. Et donc aussi pour par la suite la faire consulter dans un centre de référence, qui est à Rennes sur les maladies les spino-bifida. Voilà. Donc voilà, donc on a avancé ensemble, et on a eu un suivi régulier pendant des mois, et petit à petit on a pu avoir tous les éléments pour bien remplir le dossier. Donc, la difficulté c'était comment je pouvais respecter sa liberté de choix de se faire suivre, et donc par ce biais-là on a réussi à bien avancer. Le certificat a été envoyé. Bon, il y a eu un premier refus malheureusement. Pourtant je m'étais aidé, il y a des structures qui existent notamment sur Paris qui donnent des conseils téléphoniques, ça s'appelle le COMED. Ça n'a pas fonctionné, donc on a refait une deuxième demande. Là ça fait depuis au moins 5 ans qu'elle est en cours de... Enfin, le dossier est en cours de procédure et ça n'avance pas. Donc elle vit toujours avec cette épée de Damoclès d'un jour ou l'autre retourner dans son pays, où elle n'a plus l'attache du tout, et où elle a des risques aussi de retourner. Donc voilà, donc on a quand même avancé, on a avancé aussi parce qu'une des difficultés d'accès aux soins, même la principale difficulté d'accès aux soins pour les patients précaires, ce sont les raisons financières, et notamment tout ce qui est autour de la couverture sociale. Donc là, du fait de sa maladie, j'ai réussi à la mettre rapidement en affection longue durée qui permet de la soigner régulièrement et de ne pas avoir d'avance de frais à faire. Puis rapidement, elle a bénéficié d'une aide médicale d'État et donc maintenant elle a une protection sociale. Voilà, donc les difficultés donc, pour ces personnes-là, c'est déjà de réussir à travailler avec et d'avancer ensemble, en ne restant pas que sur moi, ma position de médecin et de soignant, et d'éviter ou d'essayer de lever les différents freins d'accès aux soins qui existent dans cette situation-là, donc la situation financière, les raisons financières. Donc en France, il y a beaucoup de complexité à bien se faire soigner sans avancer les frais ou sans payer. Donc il y a tout ce qui est dépassement d'honoraires, il y a tout ce qui est difficulté de complémentaire santé, en sachant qu'il y a des couvertures sociales qui existent. Alors, ça s'appelle les CSS ou C2S, complémentaire santé solidarité, qui regroupent anciennement la CMU et la CS. Et en fait, les dossiers ne sont pas très simples à remplir. Je pense que l'assistante sociale d'ici pour vous le confirmer. Il y a beaucoup d'informations qui sont demandées. Le renouvellement n'est pas fait systématiquement et donc il faut refaire tous les ans. Donc voilà, donc la difficulté c'est que même si on peut avoir une couverture sociale, on n'est pas forcément bien protégé. Il y a aussi tout ce qui est, alors ça c'est pour un autre point de la population, mais tout ce qui est reste à charge, les choses auxquelles nous on n'a pas forcément le réflexe. Nous, en tant que soignants prescripteurs, mais toute prescription a un coût. Et malheureusement, pour une personne qui est précaire,
1 euro c'est 1 euro, en fin de mois, quand on a besoin d'argent, voilà. On peut refuser d'aller limite chercher des médicaments pour ne pas avoir ces avances de frais à faire. Donc, moi, c'est des messages que je passe aux étudiants de réfléchir à l'impact de nos prescriptions médicales, d'examens complémentaires aux médicaments, ont un impact sur la vie du patient et sur les finances du patient. Pour la situation de la patiente aussi, on avait une difficulté qui est le problème de la langue. Alors ça, on a fait, enfin, de ce que j'ai compris de ce qu'a dit Clotilde tout à l'heure, c'était des sujets qui ont été abordés depuis hier, mais voilà, pour bien soigner, il faut bien se faire comprendre. Donc, bien se faire comprendre, c'est pouvoir bénéficier d'un interprétariat professionnel, de préférence, voilà, pour avancer avec les patients. Donc, en fait, je fais partie aussi d'une commission au sein de l'URML. L'URML, c'est l'Union régionale des médecins libéraux. Et il y a une commission précarité au sein de cette union régionale qui a permis de monter un dispositif d'interprétariat professionnel mis à disposition pour tous les médecins libéraux des Pays de la Loire. Donc, ça a permis d'avancer et donc de pouvoir faire bénéficier aux médecins libéraux des interprètes téléphoniques donc, via la plateforme ISN sur Paris ou physique via l'association Atira sur Angers, et qui nous permet de pouvoir bénéficier gratuitement et rapidement des interprètes pour nos consultations. Parce que la difficulté de la langue, ce frein d'accès aux soins, c'est pas forcément la langue en soi, c'est aussi que même si on a un interprète, quand c'est quelqu'un de la famille ou un accompagnant, on ne peut pas faire une consultation efficace, on ne peut pas amener toutes les choses qu'on va amener en consultation, on ne sait pas ce qu'il y a en contrepartie de la traduction. Donc voilà, on milite en tout cas au sein de la commission à laquelle je participe pour cet interprétariat professionnel de qualité. Après, la difficulté aussi, j'en ai parlé avec différents soignants et même travailleurs sociaux qui sont présents ici, c'est il serait bien de pouvoir l'étendre et que tout le monde ait accès à cet interprétariat pour le bien et le bon suivi des patients. Donc dans la situation de ma patiente, il y avait aussi la difficulté de la méconnaissance du système de soins. Le système de soins en France est très complexe, et pas vraiment complexe à comprendre, y compris pour les Français qui ont certaines connaissances voilà, de nos infrastructures et des fonctionnements du soin. Alors pour une personne étrangère, c'est encore plus compliqué, quoi. Donc via l'interprétariat, ça permet de lever ces leviers-là, notamment pour bien l'expliquer aux patients. Et puis aussi, on milite, et moi je trouve que c'est important de porter ce projet-là sur des créations de postes de médiateurs en santé, donc, qui est maintenant un métier qui est reconnu, qui fait partie des référentiels de compétences des métiers reconnus par l'HAS, l'Haute Autorité de Santé. Voilà. Donc à titre personnel, on participe nous à une expérimentation. On a aujourd'hui un appel à projet pour créer un poste, notamment créer un poste de médiateur en santé au sein de notre maison de santé pour que cette personne-là puisse travailler avec nous et surtout avec le patient pour avancer dans sa prise en charge et dans sa connaissance et son autonomisation. Voilà, la difficulté, c'est de ne pas faire à la place du patient, mais c'est faire avec le patient. Et de petit à petit, lui faire connaître, comprendre le système, le droit, pour qu'il puisse être autonome dans cette prise en charge-là. Donc voilà, donc, pour cette patiente-là, on avait juste l'interprète, on n'a pas encore médiateur en santé, mais on espère que ça avancera. Donc voilà, ça c'était une première situation. Il me reste combien de temps, Aurélien ? 5 minutes. Donc je vais vous parler de la deuxième situation. Alors, c'est un patient que je suis depuis 5 ans, que je suis depuis sa sortie de prison, donc qui est sous traitement substitutif aux opiacés, donc pour une dépendance à l'héroïne. Donc, il a une obligation de soins à la demande du JAP, donc le juge d'application des peines, et un suivi par le SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et d'habilitation,
qui lui demande régulièrement des certificats et un suivi régulier pour son problème d'addiction. Donc voilà, donc avec ce patient, c'était difficile d'avancer parce que lui, il n'était pas dans... Il avait cette injonction de soins, mais il n'était pas du tout dans cette période, ce moment charnière d'arrêter de consommer, enfin d'avoir un suivi, de prendre des TSO, enfin, des traitements substitutifs aux opiacés, puis progressivement d'arrêter sa consommation de stupéfiants. Mais la justice a décidé pour lui. Donc il ne veut pas arrêter, donc il continue de consommer. Donc voilà, il en a marre parce que d'un point de vue financier, il est précaire, il n'a pas de travail, il touche le RSA. Il fait quand même des démarches pour trouver du boulot, mais il galère. Il a une précarité de logement. En fait, il n'a plus de famille, il s'est brouillé avec sa famille sur Angers, et donc en fait, il est hébergé par un ami, mais qui est un ami de consommation. Donc autant dire que pour un sevrage en produits, c'est compliqué. Et puis, il a cette précarité sociale, puisqu'il est séparé, il a une fille qui est sur Nantes, mais qu'il voit très peu, des frères qui sont consommateurs, et les parents qui sont en bled. Donc en fait, lui, sa vie, c'est assez redondant. En fait, c'est le SPIP, la boîte d'intérim, le to-big tous les 28 jours, et puis la pharmacie, et puis quand il consomme. Donc voilà, donc autant dire que pour avancer dans un soin avec ces personnes-là, c'est pas simple, parce que déjà, il n'est peut-être pas lui dans cette démarche-là, mais il vient de voir plus par contrainte, par obligation, que par demande. Donc voilà, il est clair, il dit que c'était mieux en prison, et puis que lui, il aimerait bien retourner en prison. Il y a encore 3 affaires qui lui collent aux fesses, donc il y a encore des jugements en attente, avec un risque de retourner en prison, sauf que pour lui, c'est pas un risque en fait. Il me dit clairement, moi, quitte à être surveillé par la société, autant être surveillé H24, d'avoir un toit, d'avoir de la bouffe, et puis voilà, j'ai pas d'autres soucis à côté. Donc voilà, des questions, moi, que ça m'a amené, c'est notre médecine quand même peut être un instrument qui peut être un instrument de pouvoir, normalisateur, et qui ne se soucie pas nécessairement de la demande et du consentement de l'individu. Donc voilà, est-ce qu'on est prêt à sacrifier l'autonomie et le consentement éclairé d'un patient aux soins sur l'autel de l'intérêt commun? Donc l'intérêt commun, on le fait sortir de prison et puis on continue à suivre pour protéger la société de cet individu-là. Donc voilà, donc j'essaie de l'accompagner, on a réussi à avancer sur différentes problématiques parce qu'il a une hypertension artérielle, il a une obésité, voilà, donc bon, après c'est pas très simple parce que le traitement il oublie 1 fois sur 2. Pour tout ce qui est problème de poids, il est actif parce qu'il n'a pas de bagnole, donc il se déplace en vélo, puis il habite très rasé, donc il traverse toute la ville pour venir me voir. Donc ça fait 1 fois par mois. Et puis voilà, puis du point de vue nourriture, comme la plupart des patients précaires, c'est la malbouffe, malheureusement. Lui, il n'a pas forcément de quoi cuisiner, il n'a peut-être pas la culture de cuisiner, les connaissances en tout cas qu'il faut. Et donc il mange de la junk food, quoi. C'est gras, c'est salé. Voilà. Donc en tout cas, c'est pas simple d'avancer, mais on avance quand même. J'espère que les choses vont s'améliorer. Après, peut-être que j'espère ça, mais que lui, il espère qu'une chose, comme il a dit au tout début, retourner en prison et puis avoir ces soucis-là à gérer. Donc voilà, donc pour cette situation-là, donc là, on est aussi confronté, hormis cette difficulté du respect de sa liberté et puis de l'injonction de se faire soigner, aussi aux différents freins d'accès aux soins, quoi. Et donc c'est pas simple de l'aider. Donc là, il a une CMU, il est bénéficiaire d'une couverture santé solidarité anciennement CMU, pour lequel nous on est très vigilants parce que en fait cette couverture-là, il faut qu'elle soit renouvelée tous les ans. Lui, il ne suit pas du tout ses papiers, donc on a nous en réflexe la maison de santé de s'enquérir régulièrement de la date de renouvellement pour ces personnes-là. Pareil pour tout ce qui est prescription, on fait attention à bien mettre des médicaments qui sont remboursés et qu'il a vraiment besoin, et donc il a vraiment besoin. Voilà. En difficulté au refus d'accès aux soins, on est aussi confronté, lui, je ne sais pas s'il a été confronté, je n'ai pas souvenir, mais en tout cas, au refus aux stigmatisations de certains de nos confrères. Certains professionnels refusent de soigner les personnes bénéficiaires de la CMU pour différentes raisons. Alors ça, il y a plein d'études, de testings qui sont faits pour le confirmer. Et la dernière, qui date de 2019,
montre que sur le panel des professionnels qu'ils ont étudiés, en fait, le testing, je ne sais pas si vous voyez trop ce que c'est, mais c'est une association souvent qui porte ça. Une personne appelle simplement, je sais pas, Robert Dupont, je voudrais me faire soigner, j'ai une couverture sociale, je prends rendez-vous soit chez un dentiste, soit chez un médecin spécialiste ou un médecin généraliste. Et puis, 2 minutes après, une autre personne appelle en prenant un autre nom, souvent à consonance étrangère, ou en tout cas en disant que c'est une personne qui est bénéficiaire d'une couverture solidaire santé, enfin santé solidaire, et qui lui demande ses rendez-vous. En fait, souvent, il est montré que la première personne a plus facilement ou plus souvent des rendez-vous que la deuxième. En tout cas, dans l'étude qu'ils ont montrée, il y avait 10% de refus. Donc voilà, c'est encore des choses qui existent. Donc je pense qu'il faut aussi travailler avec le patient, mais travailler aussi avec les confrères. C'est aussi une des choses pour lesquelles nous on se bat par la formation et la connaissance de la spécificité de la précarité du soin auprès des personnes en situation précaire. On essaie de travailler ça avec les étudiants et puis travailler aussi en réseau avec vous tous ensemble pour essayer d'avancer et puis de comprendre pourquoi parfois les gens ont du mal à se soigner. Donc voilà. J'ai fait un peu un mélange de tout ça, donc je ne sais pas si... Ouais. Je pense que c'est terminé. J'ai d'autres situations, mais... Non. Ok. Bon. Voilà, ouais, merci.